on peut continuer sur ces thèmes actuels ou aller un petit peu quand même voir ce qui se passe en Russie. Oui, alors en Russie, Ukraine, on voit que les Ukrainiens de plus en plus bénéficient de la bienveillance des États baltes pour que des tirs de drones puissent se faire à partir des États baltes dans les profondeurs de la Russie. C'est-à-dire que là, on a une co-belligérance évidente de la part des États baltes qui sont membres de l'Union européenne, car même si le concept de co-belligérance n'a pas un contour juridique précis, on peut quand même dire que à partir du moment où on héberge des postes de tir de drones contre la Russie, on est co-belligérant tout de même. Et pas à pas, l'Union européenne se trouve impliquée de plus en plus dans une belligérance contre les Russes. C'était un processus à bas bruit extrêmement inquiétant, qui est très très peu médiatisé et qui rencontre les faveurs de gens comme notre président de la République ou comme le Premier ministre britannique et même aussi le chancelier allemand. Pendant que le conflit en Iran hypnotise et on comprend bien pourquoi les opinions publiques, les médias occidentaux, il y a tout de même cet autre conflit qui s'échauffe à bas prix aussi. Et on ne peut pas dire que la Russie profite particulièrement de cette focalisation sur le conflit moyen-oriental pour gagner beaucoup de terrain. C'est ce qu'on avait cru. On s'était dit, les Ukrainiens n'auront plus d'armes. Est-ce que ce sont les Européens aujourd'hui qui ont pris la relève? C'est quand même surprenant. Alors, Vladimir Fedorovski, que j'ai déjà eu le plaisir et l'honneur de recevoir à 2 reprises sur Radio Courtoisie, que nous aurons demain soir sur GPT, annonce une grande offensive russe pour le mois de mai-juin. Alors il semblerait que là se prépare effectivement un événement majeur. Parce que qui dit grande offensive russe sur une armée ukrainienne qui est quand même à bout de souffle, avec des pauvres types qui sont là, certains depuis 3 ans, avec une quantité impressionnante d'estropiés, de mutilés, de gens en choc post-traumatique, certains blessés qu'on revoit au front alors qu'ils ne sont plus en état. Donc un drame humain de plus en plus aigu. Mais cette pauvre armée ukrainienne, il y a un moment donné où elle va s'écrouler. Comme par exemple... Mais ça fait des années qu'on le dit. Oui, mais comme l'armée allemande. L'armée allemande, elle s'est écroulée à l'été 1918. De Gaulle l'avait parfaitement bien analysé ça dans son fameux livre « La discorde chez l'ennemi ». Elle semblait inébranlable, cette armée allemande, et tout d'un coup, elle s'écroule moralement. Et De Gaulle, justement, s'était beaucoup intéressé au phénomène et à la soudaineté du phénomène. Et il avait fait des analyses qui sont impérissables. Et là, les écroulements de morale, en général, ils sont brutaux. Dans la nature, tous les phénomènes se ressemblent. Il y a une accumulation de facteurs, il y a une apparence de stabilité, et puis tout d'un coup, il y a un effondrement, comme une falaise grignotée par les vagues qui tient debout et puis qui d'un coup s'écroule. Et là, les Ukrainiens sont tout de même d'autant plus exsangues moralement que les flux d'armes venant des États-Unis se sont beaucoup taris, parce que ça va vers le Moyen-Orient. Alors effectivement, notamment les missiles patriotes, etc., et toutes ces armes-là, évidemment, ils les ont beaucoup moins qu'avant. Oui, mais ça n'a pas changé la physionomie de cette guerre. Alors attendons, parce que ça peut venir d'un coup. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Pozzoli-Borgo? Ajouter aussi moi, j'étais à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, donc j'avais beaucoup de parlementaires ukrainiens. D'ailleurs, j'ai revu récemment un ami de Zelensky qui écrit un livre sur Zelensky, mais que Zelensky évidemment a condamné à mort parce qu'il racontait toute l'histoire. Et là, il faut bien comprendre, si vous voulez, que maintenant, il y a 2 choses que je vais vous dire par rapport à ce que vous disiez. La première, c'est que il n'y a pas uniquement les estropiés, il y a surtout presque 2 millions de morts avec d'énormes veuves, avec des veuves nombreuses, des enfants orphelins. Il n'y a plus, on me dit à Kiev, dans les immeubles, il n'y a plus d'hommes. Parce que les nazis, les milices Azov qui travaillent pour Zelensky, rentrent carrément dans les immeubles, prennent les hommes pour les travailler. Ça, c'est le premier point.
il y a une volonté de paix. Les Ukrainiens, évidemment, ne veulent plus entendre parler de cette guerre. Ils s'en moquent complètement que le Donbass, tout ça, en Russie, c'est plus leur problème. Et le deuxième élément qui est important, c'est la corruption. Alors justement, la dernière fois, j'ai fait l'inventaire à tous mes amis, de mes connaissances parlementaires qui étaient à l'époque, quand j'étais à l'OSCE, au Conseil de l'Europe, ukrainiennes. Le nombre qui sont non, alors il y en a beaucoup qui sont enfuis parce qu'ils étaient menacés par la gestion autoritaire de Zelensky. Alors il était là, est au Canada, l'autre en Australie, d'autres étaient en prison, c'est incroyable. Et ce qui a aussi le fait, c'est, je me souviens, j'ai vu un proche de Zelensky qui lui était contre Zelensky, mais qui jouait à fond avec Zelensky. Sinon, lui, tu sais, j'ai un de mes amis, il a dit, je suis pour la paix, il est en prison, un parlementaire. Donc lui, il joue à fond derrière Zelensky pour éviter de se faire couper la tête. Et il m'a dit, mais tu sais, je dis, mais comment on arrête la guerre? Mais tout simple, il faut plus envoyer d'argent. Quand tu n'as plus d'argent, tout s'arrête. Et là-dessus, un troisième élément, que pour la première fois, un journal mainstream soulève, c'est l'Express. Alors, comme l'Express est quand même le réseau atlantiste, on se demande si, en fait, ils ne sont pas en train de dire on va se débarrasser de Zelensky. C'est la corruption. On en a parlé. De plusieurs chancelleries avec qui je suis toujours en contact, et de beaucoup d'endroits. D'ailleurs, je crois que les Russes disent ça, mais ce n'est pas que les Russes. Ils considèrent qu'il y a à peu près 30% de l'argent qui repart en commission, ouais, avec des rétrocommissions. On m'a même dit 7,5% de rétrocommissions. pour les Européens. Pour ceux qui donnent, je ne sais pas, les Européens, Américains aussi. bon. Parce que n'oubliez pas, non, attendez, il y a des sommes énormes. Et là-dessus, mais quand vous pensez, là, il y a une journaliste extraordinaire qui s'appelle Daria Podchenko, vous devez la connaître, qui est la plus grande journaliste ukrainienne, qui est obligée de s'enfuir parce qu'évidemment, elle disait la vérité, qui a notamment est sorti récemment, d'abord, tout le système de Zelensky, la corruption, les banques, tout cela, toutes les 4000 sociétés offshore ailleurs, dans lesquelles il met tout son argent. Et puis surtout, elle a sorti une communication extraordinaire entre un oligarque et le ministre de la Défense. Et l'oligarque lui dit, mais attends, j'ai besoin d'argent. Alors le type lui dit, mais je t'envoie 7 milliards. Comme ça. Et c'est également, comment ça s'appelle, ce grand copain de Zelensky, qui est d'ailleurs du Donbass, ce milliardaire, qui vient d'acheter d'abord un bateau à 700 millions, qui vient d'acheter le plus grand appartement de Monaco, là, 550 millions de dollars. Et c'est extraordinaire. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est cet article de l'Express, qui est quand même complètement dépendant du réseau CIA, Mossad. Enfin, c'est vraiment l'émanation de ça. Ils ont pris à partie Zelensky en disant qu'il y a beaucoup de corruption. C'est ça. Et l'ami de Zelensky, que j'ai vu justement, qui a écrit ce livre, qui d'ailleurs lu, qui est en russe, qui est en français, pas en français, en anglais, il n'est pas encore édité en français. Et il m'a dit, mais ce Zelensky, ça, ils ont décidé de s'en débarrasser. Il m'a dit ça comme ça. Mais lui, il est réfugié à Vienne. Il m'a dit, voilà. Et ça me fait penser que cet article de l'Express, peut-être que l'État profond, c'est évidemment, écoutez, on s'en débarrasse. Oui. Je ne sais pas du tout. Parce qu'il y a toujours la lutte entre l'État profond et l'administration. Et l'administration, voilà. Alors, est-ce que c'est l'administration de Trump qui a décidé ou est-ce que je pense que oui. Je pense parce que ces affaires de corruption, elles sortent de plus en plus depuis que Trump est arrivé. Ah, oui, donc c'est assez visible. Mais c'est énorme. Mais là, ce qui sort est énorme. Alors, le problème, c'est, heureusement, pour une fois, l'Express, on peut le féliciter, a sorti ça. Je veux dire, vous n'avez aucun journaliste des médias quotidiens, enfin de nos chaînes de télé, ou même pas de public, ne parlons même pas de public, qui fasse allusion à ça. Alors qu'en plus, n'oubliez pas que Zelensky, dès le début de la guerre en Ukraine, était déjà dans les Panama Papers, où il avait presque 900 ou 1,5 milliard, je crois, je ne sais plus combien. Il était dans les Panama Papers. Et c'est devenu le héros charismatique de cette guerre. Enfin, alors certains verraient Boudanov à la place de Zelensky. Alors je ne sais pas, oui, c'est vrai qu'il y a l'ambassadeur... Ou alors Zaloujny, ambassadeur à Londres. Lara ? Oui, écoutez, moi je suis effectivement comme vous stupéfaite du fait que même le lendemain du scandale avec Mindic, les WC en or et tout ça, malgré tout, Zelensky était reçu à Paris, il a pu rencontrer les journalistes et il n'a pas été une seule fois dérangé par des questions de ces journalistes. Et en ce qui concerne la Russie et l'état de la Russie, ce qui va se passer, je pense qu'on entre quand même dans une phase où aujourd'hui, jusqu'à 600 drones par jour viennent attaquer les infrastructures russes. Ça commence à être beaucoup. Oui. Aujourd'hui, par exemple, dans le sud de la Russie, il y a un centre de commandement tout ce qui est navigation aérienne qui a été frappé, dont 13 aéroports sont retrouvés à l'arrêt. C'est assez inédit, donc ça commence à faire beaucoup.
Et ce côté-là où on dit maintenant assez, en russe, voilà, сколько можно, allez, faut maintenant finir cette affaire. Faut finir, terminer, on en a marre. Et il y a ce côté-là, et effectivement, on sent chez les Russes maintenant une forme d'incompréhension face au fait qu'on n'a toujours pas frappé les cœurs du commandement, enfin le centre des décisions, ce qu'on appelle de prise de décision. Oui, les centres de décision. Oui. Il y a les Américains, comment ils fonctionnent, et puis les Russes. On peut dire qu'il y a des frappes décapitantes du côté israélo-américain, zéro côté russe. Zéro côté russe, et ça commence à être désagréable que de voir qu'à Kiev, vous ne ressentez pas la guerre. Vous voyez bien que voilà, l'argent circule à flot. Vous pouvez même constater à Paris, moi je constate aujourd'hui... pardon ? Je dis, l'Ukraine est devenu le plus gros acheteur de Bentley, le troisième. Voilà. Oui. Mais en Europe, premier. En Europe, premier. En Europe, premier en plus. Ouais. Donc en fait, cet argent fou qui circule, vous le voyez même à Paris. Vous pouvez aller dans les plus grandes brasseries... sur la Côte d'Azur, tout à fait. Vous allez rencontrer des Ukrainiens qui... Ils ont remplacé les Russes, d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs, là, il y a des hommes. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. À Paris, vous avez bien des hommes. Vous avez tout ce qui va l'attirail de... Donc l'opinion publique russe en a marre. Oui. On peut les comprendre. Il faut les comprendre. Donc, je pense qu'il est nécessaire de faire maintenant, d'avancer vite. Mais surtout... Demain va se jouer quelque chose de très important, c'est-à-dire que nous, l'année dernière, on a assisté à la parade du 9 mai, rappelez-vous, à plusieurs reprises la veille, les aéroports étaient fermés, on ne pouvait pas atterrir facilement à Moscou, etc. Là, la tension est extrême parce que Zelensky a menacé directement la parade depuis l'Arménie, qui était l'allié de la Russie. Donc c'est hors norme à ce titre-là. Il a menacé la parade. Donc, je pense que s'il arrivait quelque chose de désagréable pendant cette parade, la main va pas trembler cette fois-ci. La réponse, je pense, va être assez... En espérant que ça ne soit pas une main morte. Parce que... La fameuse main morte. Non, mais la main morte, on le sait. Oui, non, mais... c'est les frappes nucléaires. C'est surtout que, étrangement, pour une fois, le ministère des Affaires étrangères russe a prévenu les chancelleries étrangères, occidentales, de retirer leur personnel des ambassades. Ce qu'ils ne feront pas. Parce qu'avec une grande belle arrogance, les Européens ont dit qu'ils ne le feraient pas. Il faut bien comprendre aussi qu'en Russie, je crois, vous dites si je me trompe, il y a quand même un clan de la guerre et Poutine est plutôt le clan de la paix. Il y a quand même un clan de la guerre qui est dans une logique de guerre. Quels seraient les représentants de ce clan ? On disait de Lavrov et puis celui qui dirige tout le complexe militaro-industriel russe. Je sais pas comment il s'appelle, là, ce milliardaire. C'est des analyses d'une chancellerie d'ailleurs qui est très intéressante, ça, je ne dis pas, je la cite pas, la chancellerie peut-être qui a le plus d'informations avec l'ONU, et qui a cette analyse, qui considère qu'il y a aussi un clan de la guerre à Moscou. Et voilà, je dis ça parce que c'est pas aussi simple d'analyser. Enfin, bon, vous êtes russe, vous connaissez mieux que moi, mais en même temps aussi sur l'affaire des drones qui partent des pays baltes. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait des Mistral français, des Rafales français qui les accompagnaient au départ, au moins pas jusqu'à Russie. Et si c'est vrai, c'est un problème. C'est de la belligérance. Non, c'est pas ça, c'est que nous on a un véritable problème, c'est qu'on est en guerre contre la Russie depuis le départ, qu'on n'a jamais fait appliquer l'article 35. Deuxièmement, on a donné à l'Ukraine plus de 80 milliards. Alors, il y a des engagements, il y a de l'argent européen, et puis il y a des sommes qui sont données. 80 milliards d'euros. C'est d'ailleurs l'Institut Kiel, avec une équipe d'inspecteurs des finances, qui a fait ce chiffre. Mais le problème c'est que, et cet argent qui a été donné, jamais l'article 53 n'a été appliqué. Vous avez d'après moi, là, vous avez en France un problème du Parlement, d'abord, de non-respect des textes de loi, qui est important, et des textes de loi fondamentaux, comme la Constitution. Et l'opposition qui ne fait même pas appliquer le pouvoir parlementaire. Ça, c'est un problème. Je rajouterai une chose que j'ai déjà dit ici, mais qui pour moi est très importante, j'ai déjà dit ici dans votre antenne, c'est cette volonté qu'ont les Allemands de se réarmer. Et j'ai rappelé d'ailleurs, c'était chez votre antenne, mais c'est d'autres antennes aussi, qu'il y a le traité, ce qu'on appelle le traité de réunification allemande en 90. Vous savez, quand il y a eu l'éclatement de l'Union soviétique, Mitterrand n'était pas trop pour cette réunification allemande, parce qu'il avait été élu, il avait connu ce qu'étaient les Allemands.
Et puis, c'était dit, ça devenait la première puissance européenne. Donc, il ne pouvait pas l'empêcher, parce qu'en plus, il avait très bon rapport avec Kohl, donc il a laissé faire. Mais en contrepartie, il a obtenu de tous les pays de l'Europe, c'est-à-dire les pays qui avaient gagné la guerre, c'est-à-dire aussi bien la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et les deux Allemagnes, de signer un traité de 7 alinéas simplement, enfin c'est 7 articles. Et ce traité interdit d'abord le réarmement allemand, qui est limité. Et là, vous avez Merkel qui est en train de faire éclater. Nous allons devenir, il dit comme Hitler, nous allons devenir la première armée européenne, celle du monde. Et vous avez un deuxième élément qui est là, c'est l'interdiction à l'Allemagne de disposer du nucléaire et de l'utiliser, bien sûr. Et là, vous avez Macron qui est en train de travailler, de faire en sorte que le nucléaire français soit partagé au niveau européen, notamment avec l'Allemagne. Ça, je dis, c'est quelque chose de fondamental. Et vous n'avez eu aucune question au Parlement là-dessus. Je sais simplement qu'un ancien président, que je ne veux pas citer, a eu une discussion assez violente avec Macron là-dessus, et que Macron joue à faux toujours la même chose. Il joue cette caution allemande là-dessus. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nous sommes, et ça je voudrais là-dessus, je considère que c'est pareil pour l'affaire à la guerre en Iran, nous sommes dans un monde actuellement qui est une jungle, où il n'y a plus de droit, plus de droit international. Et même en France, quand vous pensez que Macron tous les jours disait la Russie n'a pas respecté le droit international, il ne respecte pas le droit français ni les traités. Mais c'est complètement... Et là, je crois qu'un des gros problèmes du monde à l'heure actuelle, c'est évidemment le fait qu'il n'y a plus... Quand vous pensez que le nucléaire, il n'y a plus d'accord, il n'y a plus de contrat. Il y a juste l'accord de non-prolifération de 86 ou 65, enfin le non-prolifération nucléaire, je crois de 80, je ne sais plus quelle année. C'est le seul accord qui reste. C'est-à-dire qu'on est dans une jungle. Et en fait, il faudra bien... Et d'ailleurs, je pensais, moi, que dans la réunion qu'il y a eu en Alaska avec Trump et Poutine, ils avaient abordé ce problème-là. Et je pense que les Russes sont sensibles à ça. Ils souhaiteraient bien aborder ce problème qui est un problème mondial. Comment peut-on continuer à avoir un monde où il n'y a plus de législation de gestion, sauf le texte de non-prolifération des armes nucléaires? Les accords SALT sont disparus. Tout à fait. Et ça, c'est... Pardon? Dont Israël ne fait pas partie. Voilà. Et Israël, en plus, avec l'aide des Américains et des Allemands, et peut-être aussi des Français, ils ont quand même, on me dit, de 60 à 400 bombes nucléaires, et puis plus importantes que celles d'Hiroshima. Ouais. Et c'est là où on se dit que le droit international, l'ONU n'existe plus. C'est un gros problème, si vous voulez, de la civilisation. C'est une dispersion. C'est la remarque de Fedorovski dans son de ses tweets qui dit « Jamais je n'ai connu ça ». Et je crois qu'il a raison. Tout à fait. C'est un peu long, je crois. Non, mais j'aimerais bien entendre sur la Russie Roland Lombardi. Oui, ben ça rejoint un peu ce que je disais au début. Hein, c'est le même problème. C'est tant qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à la paix, qui veulent vendre des armes, on revient toujours au même. C'est pas une fixation, mais c'est la triste et la dure réalité. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure. Hein, l'Ukraine le tient parce que bon, certes, ses soldats sont courageux, comme les Russes. Hein, c'est le même courage et la même soldatesque. Mais s'il n'y a pas l'argent des Européens et les armes et les renseignements et la supervision de l'OTAN, ça n'aurait pas duré 4 ans. Quand Trump le dit de manière assez vulgaire dans le bureau Oval avec Zelensky, il n'a pas tort. Ça a choqué beaucoup de monde, mais il n'avait pas tort. Et c'est la réalité quand même. Et là, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, hein, ensemble, l'OTAN joue sa propre partition, pilotée par les complexes militaires industriels qui ne veulent surtout pas que cette guerre se termine à contre-courant des intérêts américains qui étaient représentés par Trump et qui voulaient un rapprochement avec la Russie. Parce que lorsque vous avez la Chine quand vous avez la Chine comme principal adversaire, il est totalement stupide de pousser les Russes dans les bras des Chinois. Donc il faut se rapprocher des Russes. C'est la théorie de Kissinger a toujours séparé Moscou de Pékin. Mais on l'a dit encore une fois, le complexe militaire-industriel, les gens, vous savez, c'est le Gun Club sous Jules Verne, dans Jules Verne, déjà au 19e siècle, qui évoquait le Gun Club. C'est dans le voyage sur la Lune. Ce sont les patrons de l'armement qui lancent l'expédition. Et donc, déjà, vous voyez, c'est pas récent, qui dirige. Et puis Eisenhower nous l'avait rappelé avant son départ, en 60, de nous méfier de ce complexe militaro-industriel. Et lui, il était général, il savait de quoi il parlait. Donc voilà, moi je pense qu'on en est encore là. Et Trump, là aussi, a été complètement dépassé. On le voit, toutes les affaires de corruption qu'on évoque. L'affaire Boris Johnson est quand même emblématique. Il a été, je crois que c'est une affaire, on en a parlé dans le Diplomate Média, vous pouvez retrouver l'article, 300 millions d'euros
financé par des groupes américains liés à l'armement, voilà, pour lui dire il faut continuer. Et ça, nous avons eu l'affaire Pfizer avec Madame von der Leyen, mais nous aurons sûrement une affaire, la même affaire de corruption avec les armements, j'en suis persuadé, avec l'Europe. Et en plus, on voit que l'Europe achète que de l'Allemagne. On revient sur l'Allemagne qui n'achète que des armes américaines. Oui. Voilà, c'est un exemple frappant. Donc tout va bien pour un des principaux ennemis de Trump. Et voilà, tant que la guerre en Ukraine perdure et que la guerre en Iran perdure, tout va bien pour eux. Voilà. Mais attention, il ne faut pas se réjouir trop vite parce que bon, il y a la propagande iranienne aussi, mais il y a aussi l'anti-américanisme et l'anti-trumpisme primaire. Mais moi, j'avertis quand même, si Trump ne réussit pas à surmonter ces défis, ce n'est pas sûr que nous en subissions pas les conséquences. Mais qu'on soit pour ou contre Trump ne changera rien à son destin. Ah non, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il ne faut pas trop se réjouir de son échec parce que ça pourrait être le nôtre. Mais on peut ne pas s'en réjouir, mais se constater. Parce que s'il y a échec de Trump, on reviendra à l'ancien monde, et l'ancien monde, l'Europe disparaîtra. Et les États-Unis aussi, à terme aussi. C'est tout à fait, c'est la triste réalité avec et là pour le coup, ce sera la Chine qui est sur les starting blocks et qui annonce la couleur. Donc déjà la première puissance mondiale. Absolument, en 2049, là il se frotte les mains justement que l'Iran devienne un bourbier pour les Américains. C'est justement pour ça que Trump ne voulait pas faire de conflit au départ. Et là, peut-être que je réécrirai un article et je lèverai le point d'interrogation sur le siècle chinois. Nous entrerons sûrement dans le siècle chinois. Si Trump échoue, et parce que s'il échoue, Vance il peut dire adieu aussi à son mandat, parce que la base MAGA ne suivra plus. Et quid de la révolution conservatrice et de la montée en puissance des médias alternatifs en Europe aussi. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas trop se réjouir. Pour moi, il n'y a pas de réjouissance. C'est malheureusement un constat. Et il sait lui-même tirer une balle dans la tête, à mon avis, Trump. Sur l'analyse que vous faites, c'est vrai qu'on est très inquiet de la façon dont les dirigeants européens sont complètement soumis dans cette logique du complexe militaire-industriel, la volonté de guerre, enfin, on le voit très bien. Moi, il ne faut pas oublier non plus que quand vous prenez l'audience de ces Starmer, Macron, Merz, ils sont complètement dévalués dans leur pays. D'ailleurs, les élections en Angleterre, Macron, Merz, je crois que maintenant même le SPD, qui sont alliés, je crois qu'il n'est plus qu'à 7-8. Enfin, c'est une chute. J'ai jamais vu une chute comme ça en Allemagne. J'ai tendance à penser, alors le problème, c'est que les élections sont longues, s'étalent. Mais j'ai tendance à penser que l'opinion publique européenne, alors le problème, c'est que c'est long, va en fait arrêter cela. C'est un peu mon souhait. Enfin, c'est pas mon souhait. Pas avoir de souhait, mais c'est plus un peu une hypothèse où je peux penser, comme en France, comme en Allemagne. En Allemagne, le parti qu'on dit d'extrême droite, qui est en fait un parti beaucoup plus centriste que le parti Merz, qui est un parti quand même très enfin, le PPE, moi je connais bien, j'étais à l'époque au PPE, incroyable, enfin, maintenant c'est vraiment les nazis qui dirigent au PPE, enfin, c'est une volonté avec Van Leyen, avec Merz, avec le président de l'Assemblée parlementaire, du groupe PPE au Parlement européen, mais c'est fou, si vous voulez. Et moi, j'ai tendance à penser, enfin, j'espère du moins que l'opinion publique de tes pays vont réagir. Lara, 2 secondes, et ensuite Laurent qui conclura. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Yves Pozzo-di-Borgo. Oui. Oui, quoi Bon, Laurent, vous voulez conclure? Moi je suis fidèle à mon obsession. J'espère que le fait que des oligarchies, une plutocratie numériquement très restreinte, joue toujours la carte de la guerre pour des intérêts commerciaux, financiers, etc., ne conduisent pas à un moment donné à un dérapage et un embrasement de plus en plus général, parce que plus il y a de frictions belliqueuses, quelles qu'elles soient, plus il y a de risques de perte de contrôle et de guerre mondiale. Ouais. L'idée de guerre mondiale est répudiée au nom de la raison, mais depuis quand l'histoire est-elle dirigée par la raison ? Et toutes les grandes crises de l'histoire sont filles de la déraison. Or, la déraison me semble de plus en plus à l'ordre du jour. Il y a des rationalités différentes. Il y a la rationalité de la plutocratie oligarchique
qui ne vit que pour le court terme de ses intérêts financiers, qui allume les brandons de la guerre pour faire de l'argent, c'est la plus dangereuse. Et si jamais on a une troisième guerre mondiale un jour, ce sera à cause d'elle. Mot de conclusion, Roland. Le grand bouleversement mondial qui a commencé depuis quelques décennies s'accélère, s'accentue et plus que jamais on ne sait pas quelle issue il aura et c'est à la fois passionnant, inquiétant et c'est peut-être le début d'un nouveau monde. Alors peut-être Laurent a raison, peut-être que ça peut finir mal, hein, ça peut finir mal. Pour l'instant, il faut peut-être espérer de manière cynique que les gens qui profitent de ces conflits ne souhaitent pas que ça dégénère et que ça finisse vraiment mal, parce qu'ils ne pourront plus profiter de ces situations si vraiment ça part vraiment. Mais c'est la perte de contrôle le problème. C'est ça. Mais après c'est une possibilité comme une autre et il faut rester vigilant et ne pas tomber dans les pièges qu'on peut tendre. Mais le problème, c'est que même les plus avertis tombent dans les pièges, on l'a vu. Hein. Donc c'est passionnant et inquiétant à la fois. Voilà. Yves Pozzotti-Borgo, vous allez avoir le dernier mot. Oui, moi je pense simplement que la démocratie fonctionnera, mais le problème, on a bien vu avec l'affaire Epstein, en dehors du côté sordide, c'est qu'on se rend compte que la démocratie dirige plus rien. Que c'est, comme vous disiez, ce sont les plutocrates et les financiers qui dirigent le monde. Oui. Et donc on espère avoir les puissances de l'argent et on espère simplement, si vous voulez, que l'opinion publique qui prend conscience de tout cela, peut-être pas de façon très nette, va réagir et sera la gagnante. On verra bien. Je suis plutôt pessimiste, mais bon. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.